On regarde tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc à Ludre, près de Nancy, chez Saint-Hubert. L'entreprise a des objectifs ambitieux de transition climatique, mais complexes à mettre en œuvre. Philippine Dolbeau est sur place avec les équipes de Saint-Hubert. Aujourd'hui, je me trouve à côté de Nancy, où se trouve l'usine justement derrière moi de Saint-Hubert, un acteur clé des margarines et des produits végétaux en France. Alors face à des défis environnementaux, l'entreprise est engagée dans une transformation ambitieuse. Vous allez le voir, circuit court, décarbonation et nouveaux emballages. Comment mettre en place tous ces changements? Et bien justement, on va partir découvrir tout ça sur place, derrière moi. Notre premier défi, c'est la matière première. Il faut savoir que 70 à 80% des émissions de carbone sont sur l'amont, c'est-à-dire sur l'agriculture, la matière première et bien sûr le transport lié à l'acheminement de cette matière première jusqu'à notre usine. Notre défi consiste à améliorer la proximité, la localisation des filières agricoles pour limiter les transports, à travailler sur le sourcing de nos matières premières aussi pour assurer une meilleure pratique agricole qui répondent à nos standards de qualité mais qui vont dans le sens de moindre utilisation de pesticides, de l'optimisation de l'usage des terres. Vous êtes ici dans l'espace de stockage en tank de notre matière première, essentiellement de l'huile pour faire de la margarine. Tout ce qui peut être acheté en termes de matière première en France, un des défis, c'est d'arriver à localiser et de sourcer uniquement sur la France. On a la chance d'avoir une des agricultures la plus qualitative au monde, la plus respectueuse en termes de pratiques culturales. Et donc, on a déjà fait beaucoup de choses dans ce domaine et on peut encore aller plus loin. On a certaines filières qui ne sont pas encore en origine française et c'est un de nos défis. Bonjour Jean-Christophe Sibilo. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Merci de nous avoir accueillis sur le terrain de votre usine, donc à Ludre de Saint-Hubert. Vous êtes le PDG de Saint-Hubert et vous nous avez rejoint pour qu'on vous aide à avancer dans ces défis. Bonjour Isabelle Alterbali. Bonjour. Merci d'être là. C'est vous qui allez essayer d'aider Jean-Christophe Sibilo à avancer. On a vu donc il y a un défi complexe autour de l'approvisionnement des matières premières, arriver à sourcer au maximum en France. Comment est-ce que vous pouvez aider le patron de Saint-Hubert à avancer là-dessus? Effectivement, l'approvisionnement, comme il le mentionnait, c'est la partie la plus carbonée. Il y a toute une partie qui va être liée à comment j'ai de plus en plus de végétal, notamment dans les produits qui vont être beurrés, mais ils ont déjà fait beaucoup de choses sur la partie margarine. Et puis, comment ça peut être bio et local. De façon locale, ça va être beaucoup travaillé avec les transporteurs et donc des partenaires, mais aussi avec les filières, et donc les filières d'approvisionnement d'huile. Il y a différents types d'huile, il faut regarder pour chacune si on peut trouver sur place ou pas trop loin. Jean-Christophe Sibilo, qu'est-ce qui vous empêche de tout faire Made in France? C'est qu'on n'a pas forcément toutes les matières premières sur le territoire, c'est le prix, qu'est-ce qui vous empêche d'être 100% Made in France? Alors, on favorise le sourcing français à chaque fois que l'on peut. Donc tout ce qui peut être acheté en France, on l'achète en France, y compris les prestations de services. Et pour la matière première agricole, même chose. Il y a certaines matières qui n'existent pas, qui ne peuvent pas être produites en France. Donc là, bien sûr, on est obligé d'acheter à l'étranger. Comme certaines huiles qu'on appelle concrètes, qui sont solides à température ambiante et qui sont nécessaires pour faire de la margarine. Donc c'est des huiles que l'on trouve dans des productions qui sont dans des contrées plus exotiques, comme les copras par exemple, qui sont dérivés de coco. Ok, oui, donc ça pour le coup là-dessus vous. Donc là-dessus on peut rien faire. Par contre, on a déjà créé une filière spécifique de sourcing de matières premières françaises sur le colza. Et notre prochain défi, c'est d'arriver à le faire également sur le lin, qui est une production de plus petite envergure sur la France. Et donc, il faut qu'on arrive à créer une filière qui nous est spécifique et qui sécurise nos approvisionnements. Bon, il y a ce défi-là qui est un défi évidemment très important pour vous, mais vous devez aussi, c'est un autre défi que vous avez, décarboner l'ensemble de vos process industriels. On retourne sur le terrain voir ça avec Philippine. Deuxième défi, décarboner son usine près de Nancy. Saint-Hubert prévoit d'investir 50 millions d'euros sur 8 ans pour réduire sa consommation d'énergie. Ça passera, vous allez le voir, par des innovations, de la sobriété et forcément quelques obstacles à surmonter. Dans notre stratégie industrielle de décarbonation, on ne va pas s'intéresser uniquement à la partie énergie, électrique, gaz ou autres fluides. On s'est intéressé à la globalité de l'entreprise et notamment on s'est intéressé au process de fabrication de notre produit qui est aujourd'hui en tout cas assez consommateur en énergie puisqu'on va devoir refroidir, on va devoir chauffer à plusieurs étapes du processus de fabrication sur des installations qui ont déjà quelques années.
Aujourd'hui, on se repose la question comment on peut fabriquer les mêmes produits, mais de manière plus vertueuse pour l'environnement, en préservant toujours pareil et en consommant le moins de ressources. Et aujourd'hui, on est arrivé, on a abouti à des pilotes qu'on a développés nous-mêmes sur des technologies qui sont issues de d'autres filières industrielles, françaises notamment, pour aller travailler sur des alternatives à la fabrication de ce produit. Ce qui est un vrai défi dans l'agroalimentaire, puisqu'il ne faut pas qu'on touche aux qualités organoleptiques du produit. Donc, et en plus, il y a un aspect réglementaire, bactériologique, qu'on doit respecter. Alors, Isabelle, c'est très intéressant, je trouve, ce témoignage. Le décarboner, c'est pas juste mettre des énergies vertes, c'est aussi changer les process, et derrière, il faut que les produits suivent. Complètement. Et c'est là que c'est le plus difficile, parce qu'en général, il faut d'abord commencer par essayer de consommer moins d'énergie dans ces procédés, via ces machines, et puis ensuite se dire est-ce que mon process il peut être complètement transformé? Et là, ça te demande quand même de l'innovation, parce qu'avec des matières alimentaires, il y a quand même un point de fusion, il y a quand même des températures à respecter, et donc comment on arrive à créer la même chose, mais en consommant moins d'énergie ou en repensant le processus. Donc ça, c'est vraiment beaucoup d'innovation, et c'est pour ça qu'on parle quand même de pas mal d'investissements. Là, on le voit dans le reportage, c'est très avancé. La plupart n'en sont pas à ce stade-là. Ouais, beaucoup d'investissements, beaucoup d'innovation aussi. Et donc, visiblement, vous êtes prêts. C'est ce que dit votre directeur d'usine. Vous avez des alternatives qui sont sur le point de déboucher. Alors, on a un plan qui est bien ficelé avec un investissement sur la durée qui va nous amener à réduire notre consommation de 65% en 3 ans, qui va passer par le monitoring, donc la sobriété énergétique, par la récupération de la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est émise par les procédés, la réinjecter pour utiliser de l'énergie gratuite dans le process. Oui, vous auto-alimentez en énergie. Voilà. Et puis le troisième volet, il y a l'isolation, mais le quatrième volet, donc, c'est de retravailler nos process. On a des process par définition qui sont très énergivores, parce que c'est des successions de montée en température et de refroidissement. Et donc, c'est comment on utilise des process qui sont moins énergivores. Et on travaille avec des entreprises dont certaines développent des procédés très particulier, et on est en phase pilote pour justement nous permettre d'aller un pas plus loin dans ce. Et la phase pilote, elle doit s'achever quand? Quand est-ce que vous serez prêt, vous pensez là-dessus? On a plusieurs procédés qui sont en phase pilote, et il y en a les premiers qui vont être en phase de qualification, ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Ah oui, donc ça arrive là, c'est vraiment imminent. On retourne une dernière fois dans votre usine parce qu'il y a un autre défi, et je trouve qu'il est passionnant à relever, c'est la question de l'emballage. Troisième défi, proposer de nouveaux emballages pour essayer de sortir du plastique et de l'aluminium. L'entreprise travaille à des alternatives plus durables, des emballages plus facilement recyclables, entre autres. Mais ça demande du temps, ça demande de la R&D et aussi de l'innovation. Et puis il faut aussi convaincre les clients, surtout, de changer leurs habitudes. Et ça, c'est un défi de taille. Comme toute industrie agroalimentaire, nous sommes très consommateurs d'emballages, et nous faisons beaucoup d'efforts pour réduire notre empreinte en termes d'utilisation des emballages, et notamment des matières fossiles. On a réduit très fortement la consommation de plastique sur plusieurs années, et notre troisième défi aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin dans la réduction du plastique, dans la recyclabilité, dans la promotion de filières qui permettent de faciliter le recyclage en simplifiant nos emballages, et au niveau des cartons, de réduire les épaisseurs. On a notamment, par exemple, supprimé le filmage de nos palettes qui évite la consommation de plastique de manière assez significative. On peut voir ici l'évolution des packaging, des barquettes depuis un certain moment, avec le dernier changement en date, où on a réduit de 22% la quantité de plastique sur le couvercle et de 8% sur la barquette. Sur le couvercle, on peut le voir parce que le nouveau couvercle est plus plat, le design a été légèrement modifié. Sur la barquette, on a plutôt joué sur l'épaisseur des parois de la barquette. Aujourd'hui, on arrive aux limites au niveau de la technologie de ce qu'on sait faire en termes d'optimisation. Donc on réfléchit à des pistes plus complexes. On essaye de trouver le meilleur compromis qui impactera le moins le consommateur, nous, la production, mais également la préservation du produit. Alors Isabelle, on voit bien que c'est compliqué cette question d'emballage, ça paraît rien comme ça, mais en fait il y a plein de paramètres à prendre en compte et très différents. Comment est-ce que vous pouvez aider Jean-Christophe? Globalement, pour arriver à aller encore plus loin, parce qu'ils ont déjà fait pas mal, c'est de faire une démarche d'éco-conception très avancée. L'éco-conception, ça va être comment je repense mon design, ça ils en ont parlé, se dire j'utilise moins de matière, et puis dans la matière que j'ai, être sûr que j'ai le moins de matériaux différents possible, parce que plus c'est un seul bloc, plus c'est facile à recycler. Alors que plus j'en ai, plus il va falloir faire un tri et ça va être compliqué, et puis il y a une partie qu'on ne sait pas recycler. Donc
Donc arriver à pousser ça jusqu'au bout, c'est une démarche plus avancée. Ça demande aussi de la R&D. Là, sur du packaging, on en parle moins, mais c'est le pas suivant. Et après, sur la façon d'utiliser le matériau, est-ce que dans la recyclabilité, il peut être même plus biodégradable? Voilà. Et après, il y a des contraintes avec les normes sanitaires, donc c'est sûr que sur une agroalimentaire, c'est moins simple. Mais voilà, cette éco-conception avancée, il y a vraiment de quoi faire. Et avec quand même un point, et votre responsable R&D en parle, et c'est intéressant, je trouve, un point très important à garder en tête, c'est la réaction des consommateurs. C'est-à-dire qu'on a vu des marques qui, pour plein de bonnes raisons, ont voulu changer le packaging, mais derrière, qui ont subi des gros retours de bâton et qui ont dû revenir en arrière. C'est pas, ça paraît rien comme ça, mais en fait, c'est très sensible. C'est pour ça qu'on parle bien de recherche et développement. C'est pas simplement un ingénieur packaging que vous avez vu, Marielle est rattaché à notre direction de la recherche et développement. On investit beaucoup en recherche et en développement sur les produits, mais le packaging est une composante importante. Et en l'occurrence, ça nécessite de trouver des solutions qui soient non seulement satisfaisantes d'un point de vue de la fonctionnalité, mais aussi acceptées par les consommateurs. Donc c'est un vrai défi d'éco-conception, comme l'a dit Isabelle, qui nécessite de travailler de manière intime avec nos fournisseurs d'emballage pour trouver des solutions d'avenir. Bon. Eh ben, ce sera le mot de la fin, des beaux défis à relever. Et donc là, des étapes importantes à franchir l'an prochain. Merci à tous les deux. Merci. Isabelle Atterbailly, directrice climat de BPI France, et Jean-Christophe Sibilo, PDG de Saint-Hubert. Allez, merci. On a parlé agroalimentaire, on va parler maintenant voyage et tourisme. Comment voyager sans culpabiliser? Comment continuer à se faire plaisir en voyageant alors que le tourisme est un très gros émetteur de CO2? On en parle avec deux chefs d'entreprise qui ont trouvé des solutions et qui veulent les partager avec vous. Bonjour Laurent Larocca. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG fondateur de The Trip. Et bonjour Guillaume Jouffre. Bonjour.